tous. Alors je suis évidemment nettement moins bien représenté, moins nombreux que l'équipe précédente, mais je vais essayer d'être aussi intéressant qu'eux. Pas facile parce que c'était très intéressant et effectivement il y a des sujets que j'avais prévu d'aborder qui se recoupent un petit peu avec les échanges qui ont été faits précédemment et je ne manquerai pas de les faire ressortir. Alors mon intervention je l'ai décomposée en 4 grandes étapes qui sont les suivantes. Une présentation rapide du groupe Nemetschek pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, que vous sachiez un petit peu qui est Nemetschek et qu'est-ce qui fait partie du groupe Nemetschek, quelles sont les solutions que nous proposons. Ensuite, j'ai essayé d'être très pragmatique, très concret et de parler de quelques retours d'expérience sur la gestion du patrimoine et des retours que j'ai pris volontairement très divers, très variés, puisque je vais vous parler de 3 cas clients avec une intégration d'une gestion du patrimoine sans plan. Alors là, blasphème aujourd'hui, mais vous allez voir quand même ce qui est possible. Une autre intégration avec des plans et des données en parallèle, et enfin une intégration avec des maquettes numériques IFC, donc qui est le format d'échange ouvert, en tout cas, des maquettes numériques. Quels sont les intérêts du BIM? Puisque je vais vous montrer quelques exemples de mise en place de gestion du patrimoine, et après ça, on pourra se poser la question, mais finalement, le BIM, qu'est-ce que ça peut apporter? Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Et enfin, je parlerai un petit peu plus généralement de quelques cas d'usage typiquement demandés dans la gestion du patrimoine. Alors, je commence avec une présentation du groupe Nemetschek. Aujourd'hui, Nemetschek, c'est un groupe dont l'activité essentielle et principale, c'est l'édition logicielle. Et il a une particularité, c'est qu'il s'agit de logiciels qui s'intéressent essentiellement au milieu du bâtiment. Il y a des solutions de conception, des solutions de construction et des solutions de gestion du patrimoine qui font partie du groupe. Alors aujourd'hui, en quelques chiffres, j'ai fait ça très sommaire, mais si vous avez des questions, évidemment, vous n'hésiterez pas à l'issue de cette première présentation. Quelques chiffres intéressants. Le groupe Nemetschek a été fondé par Monsieur Nemetschek, ingénieur bâtiment, en 1963. Le chiffre d'affaires aujourd'hui du groupe est de 285 millions d'euros pour un effectif d'un peu plus de 1000 personnes et à peu près un quart qui travaille sur le développement des logiciels. Plus de 140 implantations de par le monde et le nombre d'utilisateurs, tous logiciels confondus, est d'environ de près de 2 millions d'utilisateurs. Alors, quelles sont les filiales et les partenariats? Vous allez peut-être reconnaître quelques noms, d'ailleurs on en a cité quelques-uns tout à l'heure. Au sein du groupe Nemetschek, nous avons la société Allplan, qui est éditrice du logiciel du même nom. Nous avons la société Graphisoft, éditrice du logiciel Archicad, on en parlait tout à l'heure. L'entité Vectorworks, éditrice du logiciel du même nom. Pour les bureaux d'études, l'entité SIA, qui propose des solutions de calcul. Et puis, pour en citer une autre, évidemment, il y en a d'autres. Il y a près de 25 filiales. Il y a également l'entité Solibri, qui est un outil de contrôle de maquettes numériques, bien connu pour les gens qui sont dans le BIM, et qui fait partie du groupe Nemetschek depuis le début de l'année. Alors, il y a également quelques partenariats avec Building Smart, évidemment, qui promeut la maquette numérique, avec Trimble, gros acteur américain, ce qui nous permet également d'avoir des communications avec les outils que propose Trimble, et notamment des outils de relevé, par exemple, sur site. Avec Autodesk, ça peut peut-être en surprendre quelques-uns, mais mon discours est orienté gestion du patrimoine. Et sur la partie gestion du patrimoine, évidemment, c'est un incontournable. Il faut également être communicant avec les solutions Autodesk, avec SAP, gros éditeur de logiciels de RP allemand, et également avec Adobe. Voilà quelques-uns des partenariats essentiels. Donc, parmi vous, certains utilisent des solutions, j'imagine, Nemetschek, Archicad, Allplan, Vectorworks, Solibri, etc. Alors, si je peux me permettre, Julia n'est plus là, donc si elle est là, est-ce que je peux me permettre de poser une petite question? Qui parmi vous utilise une solution Nemetschek ou a utilisé une solution Nemetschek? Soyez honnête. Ah oui, quand même. N'ayez pas peur. D'accord. On dirait une bonne quinzaine, a priori. Ok, merci. Alors, Nemetschek aujourd'hui propose plusieurs solutions. La stratégie du groupe, c'est de proposer des solutions qui suivent le cycle de vie des bâtiments. C'est un sujet très à la mode actuellement.
mais qui, depuis l'origine du groupe, fait partie de ses objectifs principaux. Il y a des solutions pour faire du relevé, à partir de photos de façade ou des relevés directement sur tablette numérique pour avoir des plans informatisés, des solutions de conception avec Alplan, Archicad, Vectorworks, on en a parlé, des solutions d'études, des solutions de maîtrise, d'imagerie de synthèse, des solutions de coordination, contrôle et synthèse, avec BIM+, qui est une solution full web de maquette numérique et SaaS, c'est-à-dire vous n'avez rien à installer sur votre poste, vous pouvez créer un compte gratuitement d'ailleurs et injecter des maquettes numériques au format IFC et d'autres formats, et également Solibri, comme je le disais tout à l'heure, et enfin, la dernière étape, la partie gestion avec Alpha. C'est l'entité dont je suis responsable en France, donc c'est celle dont je vais vous parler le plus aujourd'hui. Alors, qui sont les utilisateurs aujourd'hui d'Alpha? On s'intéresse essentiellement à cette partie-là. Je n'ai pas oublié la région des Pays de la Loire, elle est bien au milieu, ici. Donc vous voyez que c'est très diversifié. On a des comptes dans le privé, dans l'industrie, on a des comptes dans les collectivités. On a également même le musée du Louvre, vous voyez, donc il y a également des références intéressantes. Le Vatican également, en Italie, qui utilise les solutions de gestion du patrimoine. Et ici, on a l'école des mines de Nantes qui est présente. Où êtes-vous? Vous êtes là, en face de moi, voilà. Et également le CHU de Nantes qui utilise pour la partie CAO. Vous êtes là, voilà, par exemple. Et il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais probablement, puisque tout à l'heure il y a plus de mains, qui utilisent d'autres logiciels du groupe. Alors là, essentiellement, ce sont des entités qui utilisent Alpha. Et je vais m'intéresser à quelques cas de figure plus intéressants. Alors oui, j'ai rajouté ce slide tout à l'heure pendant que vous parliez, simplement pour montrer que, à partir d'une maquette numérique qu'on m'a gracieusement donnée ce matin en arrivant, on en tire rapidement quelques informations, alors pas seulement graphiques, hein, vous voyez ici la maquette numérique intégrée dans les solutions Nemetschek, voilà, avec ici une deuxième maquette numérique sur les réseaux, et puis aussi visuellement des intérêts avec ici un rendu sketch, c'est-à-dire à la main en fait, hein, comme si c'était téléphone à la main, mais également des informations évidemment alphanumériques. Ici par exemple, on voit les matériaux coloriés, je ne sais pas si vous voyez bien, les matériaux des différents murs et cloisons coloriés avec la légende qui va avec. Voilà, tout ça fait ce matin, tout à l'heure, en arrivant. Donc ça, vous commencez à comprendre l'intérêt d'avoir une maquette de ce type. Très rapidement, on peut en tirer des informations visuelles et alphanumériques. Alors, je m'intéresse maintenant à 3 cas particuliers qui ont mis en place Alpha et qui sont dans des contextes tout à fait différents. Alors en fait, pratiquement tous nos clients sont dans des cas, dans des situations qui sont différentes. Déjà, ça c'est important de le préciser. Il n'y a pas vraiment d'homogénéité sur l'état de départ. Donc là, ici, 3 exemples avec l'AFPA, que vous connaissez, organisme de formation, qui utilise Alpha, le nouvel hôpital d'Orléans et la région PACA. Alors, j'ai pas mis la région des Pays de la Loire, hein, désolé, mais on pourra en parler également. Alors, pourquoi ce sont 3 cas très différents? D'abord parce que l'AFPA, c'est un très gros patrimoine, c'est des millions de mètres carrés, assez ancien, puisque c'est du patrimoine qui a été construit après-guerre, principalement, et qui dispose de plans, certes, mais de l'époque. Donc des rouleaux qui sont poussiéreux et pratiquement inexploitables. Donc pas de plan informatisé, mais des données alphanumériques. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire quand même de ces informations-là? Eh bien, c'est quand même intéressant de vous montrer. Un autre exemple tout à fait différent, le nouvel hôpital d'Orléans. J'ai bien rajouté nouvelle parce qu'il est en cours de construction, il n'est pas totalement terminé. Ce qui est intéressant, c'est que dès la phase de maîtrise d'œuvre, l'hôpital a anticipé les informations qui allaient être livrées dans le cadre du DOE, de façon à ce que ces informations soient gérées dans une maquette numérique et au sein d'Alpha. Donc là, on est dans un cas à l'opposé, avec une richesse d'informations phénoménale qu'il faut recouper entre elles, mais on n'est pas encore dans une maquette numérique au sens IFC, maquette BIM IFC. Et enfin, dernier cas, la région PACA, qui est un cas intéressant, puisque pour l'ensemble des lycées de la région, il y en a beaucoup, 2,7 millions ou 2,8 millions mètres carrés de lycées, eh bien, ils ont fait faire la numérisation, le relevé et la numérisation des maquettes en format maquette numérique IFC. Alors, un petit focus, donc l'AFPA, c'est
2,2 millions de mètres carrés, 9 millions de mètres carrés non bâtis, 450 sites, 9000 personnes qui y travaillent, 3000 bâtiments. Et voilà, sur la partie droite, un extrait du cahier des charges qui avait été édité à l'époque. Alors, je rejoins complètement le discours de M. Williamson tout à l'heure. Il y a toujours un écart entre le cahier des charges, c'est-à-dire ce qu'on attend de la solution avant de la mettre en place, et après, en pratique, ce qu'on utilise vraiment dans cette solution. Donc là, moi, je vais m'intéresser uniquement à certains points qui sont intéressants. Ils ont cité les carnets d'identité du patrimoine au niveau des sites, des bâtiments, des étages. Ils parlent également de la gestion des travaux, c'est également un point qui est intéressant. Et puis un dernier volet qu'ils ont rajouté depuis, j'en parlerai juste après. Alors, on a mis en place un référentiel patrimonial, une hiérarchie spatiale, j'ai entendu le terme tout à l'heure, c'est exactement le terme effectivement qu'on utilise, assez complexe, hein, vous voyez ici, en l'occurrence, sans s'appuyer sur aucune maquette BIM ni sur un quelconque plan. Mais c'est donc quand même, à ce stade-là, on peut appeler ça une maquette numérique, effectivement, du patrimoine. Et ils ont souhaité mettre en place, pour des problématiques de vieillissement de leur patrimoine que vous pouvez comprendre, étant donné qu'il date des années 40-50, une programmation pluriannuelle. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Alors, eux, c'est vrai que c'était un véritable objectif. Hein. Donc, effectivement, ils y ont pensé en amont. Et ils avaient déjà des ressources qui le faisaient. Ça, c'est aussi important, parce qu'effectivement, avant d'arriver à un résultat fiable, il faut prévoir des ressources, pas que logicielles, et là, je ne parle pas du tout sur les aspects logiciels, mais également humaines, et surtout humaines. Donc, on a mis en place un référentiel technique, c'est la petite fenêtre qu'on voit ici en bas à gauche, et on a réfléchi sur une méthode de calcul qui permette d'anticiper les coûts dans le futur, qui soit la plus fiable possible. Alors, ce schéma, je vous le décris plus facilement. On a en fait un descriptif de composants. Associé à ces composants, on a évidemment des notions de date, d'état, et on a une table des prix. Et ça, c'est toute la problématique dans ce type de démarche. Quelle table de prix adopter, surtout que les standards n'existent pas vraiment, et comment faire pour qu'elle soit le plus fiable possible. Eh bien, en fait, ce schéma vous décrit qu'en réalité, le système va anticiper les composants sur lesquels on va intervenir. On ne va évidemment pas faire aveuglément ce que le système propose. Hein. Après, bien sûr, on va juger effectivement de la pertinence. Mais quand on réalise les opérations, on les saisit et on saisit leurs coûts. Et donc, ces coûts servent à réalimenter la bibliothèque de prix. C'est un cercle vertueux. Plus on saisit des opérations dans le système, et plus c'est précis. Voilà. Donc ça, c'est une démarche qui m'a paru assez intéressante. Et donc, ça nous permet d'avoir ce type de graphique, hein, avec des coûts anticipés grossièrement par année. Ce qui sert pour l'AFPA, pour terminer sur ce point-là, pour savoir effectivement sur ces sites vieillissants, encore une fois, s'il faut prévoir des travaux, des opérations dessus, ou alors est-ce qu'il ne faut pas abandonner le site, puisqu'en fait c'était des sites qui étaient construits en dehors des centres-villes à l'époque, mais qui aujourd'hui sont très proches des centres-villes, donc avec un coût du foncier assez élevé. Et des fois, c'est peut-être plus intéressant de vendre ce terrain-là pour reconstruire un petit peu plus loin et plus grand et plus neuf. Une autre approche qui est venue s'ajouter au cahier des charges initial, ils ont effectivement un besoin de gestion des risques santé et sécurité. Ça va par des formulaires que chaque gestionnaire de site doit remplir. Et des gestionnaires de sites, il y en a autant que de sites, hein, évidemment, donc j'ai plus le nombre en tête, mais il y en a un certain nombre. Et là, effectivement, le but, c'était de pouvoir faire remonter cette information au niveau du siège pour pouvoir en tirer des diagrammes ou des tableaux tels que celui qu'on voit en bas à droite. Et bien là, en fait, on a utilisé notre solution AlphaWeb, donc qui est une solution full web. Ils se connectent par leur navigateur Internet. Et on a utilisé également un module qui nous permet de créer des masques de saisie totalement personnalisés. En l'occurrence, on a reproduit le formulaire standard de déclaration des risques de santé et sécurité. Chaque gestionnaire de site ne sait même pas qu'il utilise Alpha, il remplit son formulaire, mais l'intérêt, c'est qu'en temps réel, le siège, évidemment, a les informations synthétisées pour chacun des sites. Donc des usages relativement intéressants. Alors évidemment,
Là, je parle pour mes confrères de chez Fit Memories, par exemple, qui sont là. Évidemment, entre autres, hein, j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont intéressés. L'AFPA projette de faire numériser tous ces sites. Voilà, ils sont en train de chercher des sous, mais effectivement, donc d'avoir des plans et peut-être même le temps qu'ils réunissent l'argent, des maquettes numériques. Voilà. Alors, l'autre cas, le nouvel hôpital d'Orléans, un cas encore intéressant, c'est un énorme hôpital, 1200 lits. C'est plus gros ou plus petit que l'hôpital de Nantes? C'est plus petit, ça reste plus petit que l'hôpital de Nantes. C'est dire à quel point l'hôpital de Nantes est quand même très grand. Bon, il est en cours de livraison. Pour vous donner une idée des proportions, le bâtiment que vous voyez ici au premier plan, ça fait 1,2 km hein, quand même. Donc, quand on prend l'entrée, il ne faut pas se tromper si on prend à droite ou à gauche. 10 000 locaux, 500 000 équipements, une livraison par tranche qui a commencé en 2012 et qui continue encore. Et là, avec des objectifs qui sont évidemment la gestion des plans, des surfaces par UF, unités fonctionnelles, la localisation des occupants également, ça c'est important, de certains occupants en tout cas, les équipements également, donc toute une base d'équipements, et là on parle de 500 000, en réalité on se rend compte que c'est même beaucoup plus, on approche le million. Des zonings multiniveaux, des zonings multifonctionnels, etc. Et puis tout plein d'autres choses, de la gestion documentaire, des équipements techniques, de l'inventaire également, une mise à jour de l'inventaire physique des équipements, ce que fait l'école des mines de Nantes, ici en face de moi, des demandes d'intervention et une gestion des clés. Alors, ça ressemble à quoi? Effectivement, quand on nous livre les informations, on a une problématique. C'est qu'on a plusieurs fichiers qui sont par exemple des tableaux Excel, qui sont par exemple des plans, alors là en l'occurrence il s'agit de plans AutoCAD 2D, et qui sont tout plein de documents, des téraoctets de documents. Et là l'objectif c'est de mettre en cohérence ces informations, puisque le but c'est d'avoir une maquette qui rende ces données-là exploitables, les intégrer dans la base de données patrimoniale. Alors, vous voyez que j'approche tout doucement vers l'intérêt d'une maquette numérique, puisque ce travail-là, effectivement, c'est un gros travail, la mise en cohérence de ces données-là entre elles, avec forcément également un taux d'erreur. Donc, la mise en place dans une base de données centralisée, de façon à exploiter l'ensemble des informations, donc par exemple les plans, dans une interface web. Donc tous les plans au format AutoCAD sont accessibles dans un navigateur, en full web et même sur une tablette si on le souhaite, de mettre en place des processus métiers et d'avoir tout plein d'indicateurs qui leur permettent d'avoir une visibilité sur ces informations-là. Donc voilà, ici un exemple d'un plan intégré, un des bâtiments que vous avez vu tout à l'heure sur l'image de synthèse, avec toutes les pièces représentées et leur affectation par unité fonctionnelle. Une interface qui est, encore une fois, directement accessible dans leur navigateur Internet. On a également le même plan qui est assez intéressant, puisqu'en fait, il s'intéresse aux informations et à l'évolution des informations dans le temps, puisqu'en fait, on a par exemple des coloriages qui indiquent les dates de livraison des différentes ailes des bâtiments dans le temps. Voilà. Donc c'est aussi très utile pour eux. Ils s'appuient également sur ce référentiel pour gérer le curatif, c'est-à-dire les demandes d'intervention en cas de problème. Là, les utilisateurs se connectent sur, encore une fois, leur plateforme Internet. Et on a mis en place un processus, on appelle ci dans notre jargon un workflow, qui est en train d'être numérisé, vous voyez ici en bas à gauche. Hein, donc en fait, on a un designer de processus graphique qui permet de créer des processus sur mesure et surtout qui correspondent à l'organisation de l'hôpital. Voilà, ça c'est pour le cas de l'hôpital. Et puis un dernier cas encore différent, la région PACA, donc 2 800 000 m² de lycée. On est en train de se rendre compte que ça risque de dépasser les 3 millions en fait. C'est dire à quel point c'est une estimation avant de mettre en place un outil de ce type. Ça représente à peu près donc exactement 174 lycées. Alors il se trouve qu'ils avaient choisi un autre outil pour ne pas le citer, mais il est écrit, donc vous le voyez, en 2011, et cet outil-là demandait une livraison sous forme de maquette numérique. Donc en 2011, eh bien, la région a entamé le travail d'appel d'offres et de relevé et de numérisation sous forme de maquette numérique. Alors ils ont essuyé les plâtres, hein, pour tout vous dire.
C'est-à-dire qu'au départ, les maquettes n'étaient pas parfaites, etc. Mais par tranches successives, ils sont arrivés au résultat et aujourd'hui, elles sont intégralement numérisées, livrées dans le format natif et dans le format IFC. Tout l'intérêt de la région PACA, c'était évidemment de ne pas perdre ces millions de mètres carrés numérisés sous forme de maquettes numériques. Donc c'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à quelques éditeurs, on les a cités tout à l'heure, de montrer ce qu'ils pouvaient faire à partir d'une maquette numérique et de montrer également la gestion du cycle de vie de la maquette numérique. C'est un point essentiel. Et ils nous ont retenus. Alors en fait, l'enjeu c'était quoi? Il y avait plusieurs cabinets de géomètres qui étaient intervenus. Ils travaillaient tous avec leur logiciel. On avait du Allplan, du Archicad, de l'AutoCAD Architecture, du Revit également. Et bien c'était de pouvoir exploiter toutes ces maquettes-là et les intégrer dans le même référentiel patrimonial. Encore une fois, à un niveau homogène, puisque là, pour le coup, on souhaitait avoir une exploitation homogène de l'ensemble de ces maquettes. Et à terme, ça c'est pas encore fait, puisqu'on en a encore à intégrer les maquettes numériques, on devrait terminer cette année, d'avoir une gestion de l'occupation en full web, d'avoir une programmation pluriannuelle, et oui, ça fait aussi partie de leurs objectifs. Encore une fois, il faut qu'ils prévoient les ressources adaptées pour faire ça, mais ça fait partie des objectifs aujourd'hui. Une gestion des énergies, ça très probablement sera mis en place parce que de toute façon, ils doivent le faire et ils le font dans des outils qui sont moins bien adaptés aujourd'hui. Et une gestion des baux également, accessoirement. Voilà, donc on a 3 cas très différents. Donc maintenant, finalement, on peut voir que ce sont des cas relativement riches, très variés. Et ce qui différencie ces différents cas, c'est finalement les données qu'on a en entrée à la base. Alors du coup, on peut se poser la question, mais quel est l'intérêt du BIM pour la gestion patrimoniale? Alors je précise bien pour la gestion patrimoniale. Tout à l'heure, on parlait de l'intérêt du BIM en amont de la gestion patrimoniale, aussi un petit peu pour la gestion patrimoniale, mais là, moi, je m'intéresse essentiellement à cette partie-là. Je ne travaille qu'avec des maîtres d'ouvrage. Alors un petit préalable, petit rappel, et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Monsieur Garcia tout à l'heure. Une maquette numérique, en réalité, ce n'est pas une seule maquette numérique, c'est ce que vous voyez ici, c'est une évolution d'une maquette numérique suivant les différentes phases d'un projet, avec différents niveaux de détail. Là, ici, vous voyez dans le cercle extérieur, ND1, ND2, ND3, ND4, etc. Ce sont les différents niveaux de détail successifs. Et il existe un niveau de détail spécifique pour la partie exploitation, pour la partie gestion patrimoniale, le ND6. Et ça, c'est donc essentiel de le rappeler, qu'effectivement, la maquette numérique qu'on utilisera pour l'exploitation doit posséder son propre niveau de détail, qui n'est pas le même que les autres maquettes numériques utilisées en amont. Il y a une multitude d'informations qui ne vont pas être utiles au gestionnaire, il ne saura pas quoi en faire, et puis à l'opposé, il y a également des informations qui manquent, et qui seront pour le coup très pertinentes pour lui. Donc cette remarque préalable prise en compte, une petite approche scientifique de l'intérêt du BIM avec ce petit graphique qui essaie d'illustrer un petit peu ce que peut avoir comme intérêt la mise en place d'une maquette numérique. Alors, pour petite parenthèse, c'est le même graphique que j'utilisais sur l'intérêt de la gestion patrimoniale. Vous allez voir que le BIM vient rajouter un argument supplémentaire. Donc vous voyez en abscisse le temps avec les phases principales d'un bâtiment, la conception, la construction et la gestion. Et on va schématiser en ordonnée la connaissance qu'on a de son patrimoine. Si en fait, suivant ces différentes phases, on devait schématiser la connaissance sans avoir aucun outil spécifique de gestion du patrimoine et sans avoir de maquette numérique, on pourrait imaginer une courbe grossièrement qui ressemblerait à ça. C'est-à-dire qu'en phase de conception, la connaissance du patrimoine est en forte croissance, évidemment, et en phase de construction, ça continue dans une moindre mesure, mais ça continue également très fort. Par contre, on a un vrai décroché au moment où on livre le bâtiment avec le gestionnaire, et on a une grosse perte d'informations, forcément, on change d'interlocuteur. On a des DOE qui sont livrés et on connaît tous les problèmes des DOE, on en a suffisamment parlé précédemment. Donc on a un décroché, et puis très souvent, comme on n'a pas un outil de gestion du patrimoine, ces informations, dans le temps, elles périclitent et la connaissance également chute. Comme vous le voyez sur cette courbe, et on pourrait l'imaginer encore plus raide dans certains cas. Si on met en place une gestion du patrimoine, on va imaginer qu'effectivement cette courbe-là, on va corriger un petit peu son inclinaison, et au contraire, on va imaginer qu'on va partir du même point de départ, mais la connaissance on ne va pas y perdre d'abord, entre
entre la livraison du DOE et la gestion, et on va même l'améliorer dans le temps. Et si maintenant on utilise un outil de gestion du patrimoine et qu'en plus on fait une livraison avec une maquette numérique, eh ben on va imaginer que cette information, elle va être nettement mieux transmise entre les différents intervenants. Donc on partira en fait d'un niveau qui est encore plus élevé. Voilà, schématiquement, on va dire un des intérêts de la maquette numérique. Limiter la perte de connaissances sur le patrimoine qu'on vous livre. Maintenant, parce que c'est important aussi, hein, l'argent, si en ordonnée on raisonne sur les coûts, tout le monde sait que les coûts d'exploitation, c'est de loin ce qui représente le plus gros dans la vie d'un bâtiment. Hein, les coûts de conception et de construction, enfin je suppose, hein, à moins qu'il y ait des coûts de conception énormes, mais ça, généralement, c'est toujours le cas. Les coûts d'exploitation, alors, il y a des chiffres là-dessus, mais ils sont nettement supérieurs. Alors, si on trace également ces courbes-là, eh bien, on va imaginer que les coûts vont évidemment, les coûts de conception et de construction vont évidemment croître jusqu'à la livraison du projet. Et sans gestion du patrimoine, logiquement, l'information sur le patrimoine chute, donc les coûts d'exploitation augmentent dans le temps. Si maintenant on met en place une gestion du patrimoine, on va limiter l'augmentation de ces coûts. Ils vont quand même augmenter parce qu'évidemment le patrimoine il vieillit. Hein. Et si maintenant on met en place une maquette numérique, on va encore plus limiter l'augmentation des coûts dans le temps. Donc en réalité, cette zone en rouge, on peut imaginer que ce sont les économies potentiellement réalisables par la mise en place d'un outil de gestion du patrimoine et par l'usage de la maquette numérique. Voilà, très schématiquement, comment on pourrait expliquer un des intérêts du BIM, en tout cas au niveau des données, de la transmission des données. Alors, il faut être très franc, aujourd'hui, la situation actuelle des maîtres d'ouvrage qui souhaitent mettre en place un outil de gestion du patrimoine et qui ont des maquettes numériques, on s'est amusé à faire un petit calcul, ça représente une large minorité, c'est-à-dire 8%. Voilà. Les autres croissants que vous voyez là, le plus gros, ce sont des maîtres d'ouvrage qui disposent de données type Excel et plan 2D, le cas du nouvel hôpital d'Orléans. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Et encore une fois, ça ne reflète pas forcément tout, puisque c'est le cas le plus fréquent de ceux qui souhaitent mettre en place une gestion du patrimoine. Les autres, en gris foncé, c'est ceux qui n'ont rien, voilà, ou pratiquement rien. Voilà quelques-uns des comptes des clients qui aujourd'hui ont une approche maquette numérique. Et encore, on a été un petit peu optimiste là-dessus, puisque certains d'entre eux ont une approche maquette numérique parce qu'ils utilisent un outil BIM de CAO et qu'effectivement, les projets sont modélisés sous forme orientée objet. C'est pour ça que je n'ai pas mis la région des Pays de la Loire, parce que vous, c'est un cas un peu hybride. Vous utilisez un outil BIM, mais vous avez une partie des informations 2D et une partie d'informations objet. Voilà, donc seulement partiellement, mais c'est déjà pas mal. Également, le logo qu'on voit à droite, c'est pas les impôts, c'est le ministère de l'écologie qui utilise Alpha aujourd'hui pour la gestion principalement des sites qu'ils occupent et la gestion de l'occupation, mais qui réalise en ce moment de gros travaux dans la Grande Arche, parce qu'ils doivent réinvestir les lieux, ils occupaient la Grande Arche. Et là, pour le coup, on va travailler essentiellement avec une approche maquette numérique. Voilà ici une copie d'écran de la Grande Arche modélisée en maquette numérique. Voilà. Donc c'est un bon test également de performance des postes sur un projet comme celui-là. Donc, j'ai identifié deux intérêts, encore une fois au niveau de la gestion du patrimoine et pour les maîtres d'ouvrage, d'avoir du BIM et de la maquette numérique. D'abord, au niveau des données initiales, vous l'avez compris, on a dans un fichier, dans une donnée, dans une maquette, un bâtiment qu'on voit ici, les informations synthétisées de géométrie, de propriété et les identifiants. Et ça, c'est essentiel, c'est déjà énorme. On constate que, par exemple, pour exploiter ces données-là, on a un risque d'erreur qui est énormément réduit. On passe à et ça dépend évidemment, c'est très variable, mais pratiquement on divise par 5 les risques d'erreur. Un risque d'erreur, c'est par exemple, on a un identifiant d'un local dans un tableau Excel, et sur le plan AutoCAD 2D, l'identifiant n'est pas le même, ou il n'a pas été saisi de la même manière. Il y a des espaces qui ont été ajoutés, des petits tirets, etc. Ça, c'est un risque qu'on élimine avec une maquette numérique. Et puis également un temps d'exploitation et d'intégration de ces maquettes qui est largement
raccourci, allez, 5 fois, on va dire à peu près. Bah, vous avez vu ce matin, enfin ce que je vous ai montré tout à l'heure, le lycée de Carcauchou, effectivement, très très peu de temps, je peux commencer, alors j'ai pas fait l'intégration complète, mais en très très peu de temps, je peux déjà commencer à exploiter des informations sur cette maquette. D'où l'importance du contrôle de la maquette numérique. On en parlait tout à l'heure. On a des DOE et aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, et c'est un cas général, rencontrent des difficultés à contrôler les livrables, les chartes graphiques qu'on souhaite mettre en place. Eh bien, ça va être la même problématique avec les maquettes numériques, évidemment. Ça va être simplifié parce qu'il y a des outils qui existent, et là c'est ce que vous voyez ici à l'écran, ça c'est Solibri par exemple qui permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que sans intégrer une maquette numérique, on peut déjà visualiser tout plein d'informations sur cette maquette. Est-ce que les locaux ont bien été renseignés au niveau de leur affectation en termes d'usage ? Est-ce que les équipements ont bien été renseignés avec les typologies qui se correspondent aux typologies que j'ai dans ma charte ? C'est un travail essentiel qui est nettement simplifié, on va dire, par rapport au DOE, où là c'était pratiquement impossible en fait d'effectuer un travail de contrôle en amont, enfin c'était très difficile. Mais là, effectivement, grâce à ces outils, ça nous permet de vérifier qu'une maquette est bien livrée suivant les attentes. Donc vous voyez, j'avance un petit peu dans la vidéo, mais alors, entre parenthèses, vous voyez que le fait d'avoir la maquette numérique, ça ne nous empêche pas d'avoir des informations 2D, là quand même, on les voit ici. Et là, ici, par exemple, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est l'usage d'une maquette numérique pour un maître d'ouvrage. Ben voilà, c'est par exemple visualiser uniquement les espaces sur cette maquette et représenter par une couleur les affectations des usages de ces différents espaces. Et tout ça, bien sûr, on peut ensuite l'extraire, voilà, ici, par exemple, dans Excel, avec les légendes, etc. Donc le contrôle de la maquette numérique est évidemment essentiel. Un deuxième intérêt du BIM et de la maquette numérique, je regarde Juliette, ça va au niveau du temps, il me reste... Non, ça va, je dois arrêter ? Non, jusqu'à 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Ok. Un deuxième intérêt du BIM et de la maquette numérique, c'est pas seulement initialement quand on souhaite intégrer les données, mais c'est ensuite le cycle de vie de l'information. Ça, c'est essentiel. Le cycle de vie de l'information. Voilà, vous avez une maquette, alors j'ai schématisé ça avec ce symbole. Une maquette BIM numérique. Cette maquette, bon ben voilà, elle contient des informations, des murs, des équipements, des menuiseries, ce que vous voulez. Encore une fois, vous y mettez ce que vous voulez. On se sert de cette maquette, on s'appuie intégralement sur cette maquette pour nous créer l'information dans notre référentiel patrimonial, dans Alpha. C'est ce qu'on voit ici à droite. Donc on a une partie, un volet graphique avec la partie 3D, mais aussi la partie 2D en plan. On a aussi toute une partie alphanumérique avec la hiérarchie spatiale qu'on voit à gauche, qui est créée intégralement à partir de cette maquette numérique. Vous voyez déjà aussi le gain de temps. Donc toutes ces données-là sont intégrées. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne nous empêche pas de pouvoir compléter ensuite les informations de la maquette numérique avec des données, d'autres données externes, par exemple des tableaux Excel. C'est le cas de la région PACA, par exemple. Ils intègrent les maquettes numériques pour avoir les surfaces et les volumes des différents espaces. Mais toutes les affectations des surfaces d'usage suivant la nomenclature SPSI, qui est une nomenclature, on va dire courante maintenant en termes d'usage, est injectée dans Alpha à partir d'un tableau Excel. Et puis ça peut être aussi, et c'est représenté ici par la double flèche, une interface avec un autre système d'information qui viendrait enrichir ces données-là d'informations pertinentes au sein d'Alpha. Donc ça, c'est essentiel évidemment d'arriver à ce résultat-là, mais voilà, c'est là que ça se complique, et c'est là qu'est tout l'intérêt de la maquette numérique, c'est qu'en l'occurrence, et ça évidemment tout le monde ne sait pas le faire, je mets un petit peu en valeur les intérêts des solutions de Nemetschek, on sait synchroniser toutes ces informations-là avec la maquette numérique. Et ça nous permet en fait, au final, de pouvoir régénérer à tout moment une maquette numérique qui tienne compte à la fois des informations géométriques qui ont été livrées dans la maquette IFC, mais aussi des informations alphanumériques, des tableaux Excel et des interfaces qui ont été mises en place, et de régénérer ça très rapidement dans un format ouvert et exploitable qui intègre toutes ces informations de manière cohérente. Et ça, c'est tout l'intérêt, je pense, à terme de la maquette numérique. On n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin. En tout cas, au niveau des outils, maintenant, on a déjà ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, après, c'est les usages, évidemment, qui doivent suivre. Enchaînement parfait, les cas d'usage. Et là, il me reste 2 minutes 30.
pour parler des cas d'usage, c'est ça? Bon, les cas d'usage, c'est quoi? C'est juste quelques exemples couramment demandés dans la gestion du patrimoine. Finalement, vous avez compris que dès l'instant qu'on gère son patrimoine avec Alpha, on a une maquette numérique, déjà. Plus ou moins riche au niveau graphique ou alphanumérique, mais on a déjà une maquette numérique. Donc évidemment, l'intérêt, c'est de s'appuyer sur cette maquette, par exemple, pour suivre et gérer les coûts d'exploitation et de maintenance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est couramment demandé, alors très chronophage en amont pour obtenir des informations qui soient fiables. Hein. Donc là, je ne parle pas du tout des outils. Ça veut dire qu'il faut prévoir les ressources adaptées derrière pour pouvoir donner au système de quoi manger. Mais là, par exemple, vous voyez en haut à gauche un référentiel des compteurs, avec également des sous-compteurs qui desservent un ou plusieurs bâtiments, les consommations énergétiques par compteur et sous-compteur. Toute la question, c'est comment arrivent ces consommations énergétiques dans notre système, c'est souvent ça. Alors évidemment, il y a des interfaces qui peuvent être mises en place. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de standard en termes de format de données énergétiques. Le jour où il y aura un standard, on pourra créer une fois pour toutes une interface qu'on pourra fournir à tous nos clients. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de standard, donc pour EDF, c'est une interface différente.